Donc, voilà, donc je vais laisser pour l'administration en train de... Si vous êtes prêts. OK, donc on va vous laisser le temps de... Par contre, je pense que la configuration pour la présentation, ce n'est pas encore bien. Je pense que vous avez affiché aussi les personnes qui suivent votre présentation. Peut-être regardez, oui. Essayez de reprendre pour mieux adapter votre présentation. Ce n'est pas bien l'adaptation d'image. Donc, OK, c'est mieux là. Donc, on va vous laisser le temps de la présentation. Donc, pour cette présentation, il y aura encore trois membres pour le jury. Donc, on va... Donc, pour cette présentation, excuse-moi juste une seconde. Ah, j'ai encore... Vous m'entendez? Oui, attends, je vous donne la parole. Donc, on va vous laisser pour la présentation. Donc, vous aurez, après la présentation, on aura encore le rapporteur, professeur Sylvestre Nelson. Est-ce qu'il est là avant que vous puissiez commencer? Nelson, vous êtes là? Oui, j'y suis. Oui, c'est bien vous, c'est le rapporteur sur ce mémoire. Oui, c'est ça. OK, voilà. Donc, on va laisser l'étudiant 10 minutes pour présenter. Donc, après la présentation, vous aurez les questions à répondre. Donc, je vais vous laisser. Donc, on va démarrer tout de suite. Professeur Nelson est là. Donc, on vous laisse le temps de présentation de 10 minutes et environ. Donc, et après, on revient après pour les questions. Je vous laisse la parole. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, avant d'entrer dans le vif de ma présentation, je voudrais commencer par vous adresser mes plus sincères remerciements. Merci pour le temps que vous avez consacré à lire et à évaluer ce travail. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, ce travail n'est pas seulement un exercice académique pour moi, c'est un engagement personnel parce qu'il concerne Jacmel. Jacmel, une ville qui me tient à cœur, une ville qui est très belle, riche en culture, en histoire, en potentiel, mais qui vit des réalités très, très difficiles. J'ai choisi de travailler sur l'évaluation des politiques publiques locales et leur impact sur le développement territorial, cas de la commune de Jacmel entre 2018 et 2023. Pourquoi? Parce que je crois profondément comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi il faut imaginer un avenir meilleur. Donc, Jacmel, tout le monde la connaît pour son carnaval, pour ses maisons coloniales, pour ses artistes, pour ses belles plages magnifiques. Et elle attire les touristes, elle inspire les peintres et les écrivains. Mais derrière cette façade lumineuse, il y a une autre réalité. Des routes impraticables, des coupures d'électricité qui paralysent la vie quotidienne des gens, des quartiers où l'eau potable n'arrive pas, des zones rurales où les habitants se sentent abandonnés. C'est ce contraste qui m'a frappée. De côté, une ville pleine de richesses et de promesses, de l'autre, une population qui peine à accéder à des services de base. C'est ce décalage qui m'a motivée à mener cette recherche. D'où, alors, la question s'est posée à moi. Pourquoi, malgré l'existence de politiques publiques locales et de projets, Jacmel continue-t-elle de souffrir d'inégalités territoriales si fortes? Est-ce un problème de planification, de ressources, de coordination
ou bien encore un problème plus profond lié à la gouvernance et à la participation citoyenne? Donc, la problématique de mon mémoire peut se résumer ainsi. Dans quelle mesure les politiques publiques locales mises en œuvre entre 2018 et 2023 ont-elles réellement contribué au développement territorial inclusif et durable de Jacmel? Donc, pour répondre à cette problématique, je me suis fixé plusieurs objectifs. Mon objectif général était d'analyser l'impact de ces politiques publiques locales sur le développement de Jacmel. Plus concrètement, j'avais avancé 4 objectifs spécifiques. Premièrement, identifier les politiques mises en œuvre entre 2018 et 2023. Deuxièmement, vérifier si elles correspondaient vraiment aux besoins des habitants. Troisièmement, éviter ou bien évaluer leur effet sur l'économie, les services publics et la qualité de vie. Et enfin, proposer des recommandations pour améliorer l'action publique locale. Ces objectifs vont guider tout au long de ma recherche. Ensuite, j'avais avancé 3 hypothèses principales. Les politiques publiques locales ont eu un impact limité parce qu'elles manquaient de planification et de ressources. Deuxièmement, la centralisation et la faible coordination entre les acteurs ont un frein majeur. Une meilleure implication des citoyens et des acteurs locaux permettrait un développement plus équilibré et plus inclusif. Donc, pour tester ces hypothèses, j'ai choisi une méthode ou bien encore une approche qualitative. Mon terrain d'investigation, c'est Jacmel elle-même. Et c'est son centre-ville, ses quartiers, ses zones rurales. Et aussi, j'ai utilisé 3 outils principaux. Les entretiens semi-directifs avec les autorités locales, des enseignants, des commerçants, des habitants qui m'ont partagé leurs expériences. J'ajoute aussi l'observation de terrain. J'ai vu de mes propres yeux, les inégalités territoriales, l'état des routes, les quartiers sans service. Et j'ajoute l'analyse documentaire, rapports officiels, données statistiques et études antérieures. L'idée était de croiser la parole des habitants, les réalités observées et les données disponibles. Donc, les résultats de tout cela sont clairs. D'abord, la centralisation est toujours présente. Les grandes décisions et les financements restent aux mains de l'État central. La mairie n'a pas assez d'autonomie ni de ressources pour agir efficacement. Ensuite, j'ai constaté une fragmentation de l'action publique. Beaucoup de projets sont menés, souvent financés par les ONG ou des bailleurs, mais sans cohérence d'ensemble. On avance par morceaux au lieu d'avoir une vraie vision intégrée. Enfin, il y a une faible coordination entre les acteurs, l'État, la mairie, les ONG, le secteur privé. Chacun agit un peu de son côté. Et ensuite, le résultat de tout cela, ce sont de profondes inégalités territoriales. Le centre-ville bénéficie d'investissements, surtout dans le tourisme, mais les zones rurales, elles, manquent encore des infrastructures les plus élémentaires. Routes praticables, électricité, eau potable. Et surtout, les habitants de ces zones ne sont pas vraiment impliqués dans les décisions. Ils subissent les projets, mais n'ont pas toujours l'occasion de donner leur avis. Ce décalage crée un développement à 2 vitrines. À 2 vitesses. Premièrement, une vitrine urbaine et de l'autre côté, des campagnes oubliées et de l'autre côté. Donc, on peut dire que de cette recherche
de cette recherche, je retiens plusieurs enseignements majeurs. Le développement territorial ne peut pas réussir sans une véritable décentralisation. La participation citoyenne est indispensable. Donc, je reprends. La participation citoyenne est vraiment, vraiment indispensable. On ne peut pas penser le développement sans écouter les gens qui vivent la réalité chaque jour. On ne peut pas penser, on ne peut pas parler de développement sans écouter les gens qui vivent la réalité chaque jour. Enfin, il faut passer d'une logique de petits projets isolés à une vision globale intégrée, inclusive et durable. Donc, je peux dire en conclusion, que retenir? Mon étude montre que les politiques publiques locales mises en œuvre entre 2018 et 2023 ont un impact réel, mais limité. Oui, il y a eu des actions, oui, certains progrès ont été réalisés, mais les inégalités territoriales restent très, très fortes. Donc, pour moi, la leçon principale, c'est que Jacques Mel ne pourra pas se développer durablement si elle reste enfermée dans la centralisation et la dépendance au financement extérieur. Il faut renforcer la mairie, lui donner des moyens financiers, humains et institutionnels. Il faut impliquer les citoyens. Il faut impliquer les citoyens parce qu'ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin. Les citoyens savent mieux que quiconque dont ils ont besoin. Il faut construire une vision territoriale intégrée, ce qui ne laisse personne derrière, ni les quartiers pauvres, ni les zones rurales. Et au-delà de Jacques Mel, je pense que ce mémoire nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Le développement territorial n'est pas seulement une affaire de budget ou de projet, c'est avant tout une affaire de gouvernance, de justice et de dignité. Donc, je crois profondément que si Jacques Mel parvient à valoriser ses atouts, à renforcer sa gouvernance et à inclure ses habitants dans les décisions, elle peut devenir un modèle de développement territorial pour toute Haïti. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention et je suis prête maintenant à écouter vos suggestions, vos recommandations qui, j'en suis sûre, enrichiront encore mon travail. Merci. Donc, merci Madame Fabien pour cette présentation que vous avez faite. Vous avez abordé un sujet vraiment important, non pas que pour Jacques Mel, mais pour le territoire, surtout pour Haïti. Donc, surtout dans le cadre moi-même qui a un cours qui s'appelle l'économie publique, je pense de quoi vous parlez. Donc, c'est vraiment un sujet qui peut en fait attirer l'attention de pas mal d'étudiants. Donc, je vois qu'ils sont nombreux à écouter la présentation. Je pense qu'ils seront vraiment, ils vont apprendre pas mal de choses. Avant même de passer la parole à notre rapporteur, professeur Nelson Sylvestre, je vais laisser tout d'abord votre directrice à intervenir, Madame Sanders, si elle est là. Et je vais la laisser intervenir d'abord avant que le professeur Sylvestre peut intervenir pour ses commentaires. Donc, je vous remercie. Donc, je laisse la parole à Madame Sanders. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le professeur Philippe. Chers collègues, bonjour à tous, à toutes. Bon, et avant de commencer avec mes observations, Madame Fabien, je vous félicite d'arriver jusqu'ici. Je vous avoue que c'est un plaisir de travailler avec une étudiante aussi engagée comme vous. Et donc, je vais commencer par saisir quelques commentaires sur la forme de votre travail avant de passer à la substance. Sur la forme, tout d'abord, voilà, le choix de votre sujet et la justification de sa pertinence, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Vous savez bien cerner votre travail
Et par la suite, vous savez travailler sur une bibliographie assez extensive, très riche, l'élaboration de vos tableaux, de vos figures, la correcte citation des mèmes, en fait. C'est aussi quelque chose qui a respecté la forme, il me semble. Je ne trouve pas des choses qui sont hétérogènes dans votre travail, sauf une petite note pour peaufiner. C'est juste une histoire de sémantique. À la page 29, vous savez un titre qui commence par cartographie. Et donc, on sait bien que quand on mentionne le mot cartographie, on s'attend à avoir une carte, même avec voilà, un extenso des mesures de territoire, etc. Et là, c'est plutôt un diagramme. Donc, c'est juste bien soigner l'utilisation des mots, tant à l'oral qu'à l'écrit. Mais sinon, c'est juste ça comme une petite note. Après, j'ai beaucoup apprécié que vous savez parler pendant nos échanges et dans votre travail de l'application des théories sur le développement. Vous avez mis l'accent sur l'importance de l'approche participative dans le développement. Et aussi, en fait, vous avez déroulé, il me semble, à la page 20, 21, 22, on pousse sur, vous savez, développer, on pousse sur la nécessité d'innovation. On sait bien que par rapport au développement, en fait, c'est un sujet assez complexe parce qu'il s'est nourri de beaucoup d'éléments. C'est au carrefour de beaucoup d'influences, mais donc l'innovation est bien importante. Donc, vous savez développer, vous savez oser, et j'ai beaucoup aimé parce qu'on pourrait voir cet aspect surdouçant, en fait, vous savez, ceci, des cas qu'on ne pourrait pas imaginer. Vous savez, par exemple, de la Suède, de l'Espagne, de l'Afrique du Sud, de Medellín en Colombie. Et vous savez, vous êtes inspiré un peu pour finir par dire que l'Haïti a besoin d'abord respecter ce qui est écrit par la loi, ensuite de réformer en quelque sorte, mais vous avez mis des nuances. Vous avez cité l'ouvrage de notre président de l'US, M. Providence, et les paradoxes du développement en Haïti. En fait, vous savez nourrir vos nuances avec des tableaux très synthétiques que je pense sont favorisés, ou pour favoriser la compréhension de la lecture de votre travail par une personne qui ne se connaît pas au pouls dans les aspects du développement. Donc, je vous félicite de manière globale, mais j'ai aussi trois questions, si vous me permettez, Monsieur le Président, et aussi peut-être notre collègue, professeur Nelson, bien sûr, aura ses dire, parce que c'est un échange. Et donc, trois questions, et j'aimerais que vous, s'il vous plaît, soyez très, très précise pour le répondre. La première, c'est comment vous positionnez votre travail par rapport à la littérature déjà existante sur le développement territorial. Ensuite, ma deuxième question serait, en fait, je vous avais dit, le développement, c'est un sujet assez complexe à cerner, à saisir, parce qu'il est au carrefour de plusieurs éléments qui l'influencent. Cependant, il me semble que vous avez établi un lien de causalité entre politique publique et développement territorial. Un lien direct. Comment vous savez distinguer pour établir ces liens et les séparer de tous les autres facteurs externes qui peuvent aussi influencer le développement territorial? Et ma troisième question serait, vous avez fait des recommandations assez holistiques, assez globales. Cependant, donnez-moi, s'il vous plaît, 2 recommandations que vous considérez prioritaires sur Jacmel et en quoi elles seraient applicables et comment surmonter le potentiel défi que l'application de ces recommandations entame. Donc, voilà pour moi, chers collègues. J'ai fini mes commentaires. Merci, Madame Sanders. Donc, je suppose que Madame Fabien, vous avez noté les questions pour pouvoir répondre après. Donc, on va laisser, si vous avez bien noté, je suppose que vous avez noté, on va laisser la parole
et au professeur Nelson Sylvestre qui, sans nul doute, a d'autres choses à échanger avec vous. Je vais lui laisser la parole de bien écouter, pouvoir noter aussi et ces questions. Oui, vous voulez quelque chose à dire avant? Oui, s'il vous plaît, docteur Anna, est-ce que vous pouvez reprendre pour moi la deuxième question? Avec plaisir, oui. Vous avez établi, je disais, un lien de causalité entre politique publique et développement territorial. Un lien de causalité directe. Comment vous savez distinguer cette relation, comment vous l'avez séparée de tous les autres facteurs externes, par exemple, je pourrais dire le contexte économique national, comment vous savez séparer ces facteurs externes de ces liens pour distinguer vraiment voilà, la causalité entre politique publique et développement territorial, indépendamment des facteurs externes. Comment vous savez traiter ces données? Est-ce que c'est clair? Non. Ok, merci. Donc, on va laisser la parole à professeur Nelson pour la suite. Merci, docteur Simon, pour votre présidence. Merci de m'accorder la parole. Mais je dois hautement féliciter ma collègue là, docteur Ana Ofelia del Carmen Solis. Muchísimas gracias, professeur. Merci à vous, c'est un privilège de collaborer avec des étudiants, des professeurs en Haïti, un pays que je respecte beaucoup de personnes histoire et la très belle constitution que vous avez. Mais vraiment, c'est de plus, tant que je profite pour dire juste que je suis un spécialiste droit économique et droit constitutionnel, mais la constitution que vous savez, c'est de toute beauté. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Et merci pour cette façon de nous apprendre à parler le français. Merci. Très bien. Et alors, Anne-Mion, tu es là? Oui, je suis là. Si le président me le permet, moi-même, je vais faire ça en échange avec Anne-Mion, mais dans le temps requis. Allez-y, professeur. Voilà. Donc, en réalité, premièrement, il faut mettre sous la direction de la docteure Ana Ofelia del Carmen Solis. Mais du docteur, c'est de la docteure à la page de couverture. C'est bon? Tu ne me suis pas? Tu comprends? Tu dis sous la direction du docteur, il faut mettre sous la direction de la docteure. Oui, elle est en train de noter parce que son micro est fermé. Je pense qu'elle est en train de noter. Ok. Je note. Ok, très bien. Très bien. Mais tu peux laisser le micro ouvert parce que je vais échanger avec toi de manière directe. Ok, merci. Ok. Maintenant, Anne-Mion, je vois que tu écris également Castel Fabien. Pourquoi? Tu as deux noms? Ok, bon, je m'appelle Anne-Mion Castel, mais Fabien, c'est le nom de mon mari. Non, mais à l'école et à l'université, on ne prend pas en compte non, le mari. Dans ce cours, vous avez déjà mentionné ça, je vais en tout cas, tu reviens encore. Je te l'ai déjà dit, M. Fabien ne dira rien. Notre kiné ne dira rien. D'accord. Ok, donc il faut mettre Anne-Mion Castel, parce qu'on te donnera le diplôme sans le nom du mari. Ok? Très bien. Maintenant, Anne-Mion, dans le libellé du sujet, tu dis évaluation des politiques publiques. Donc, c'est quoi une politique publique, la politique publique? Donc, on peut dire politique publique locale, ce sont des... Pas local, politique publique uniquement. Politique publique, ce sont toutes les décisions, projets, programmes et actions que l'État, la mairie, les ONG et les partenaires étrangers mettent en place pour améliorer la qualité de vie des habitants. Ok. C'est-à-dire, quand on dit politique publique,
il doit y avoir des retombées collectives. Oui, ça peut avoir, c'est au niveau des routes, d'éducation, santé, eau potable, d'électricité, comme je viens de dire dans ma présentation, tourisme, comme je parle de Jacmel, l'agriculture, etc. OK. Donc, que les actions soient également coordonnées. Bien sûr. OK. Eh bien, on va bien, on avance bien dans ce cas-là. Maintenant, dans ta présentation et dans le texte, j'ai lu, est-ce qu'il y a possibilité de nous donner 2 éléments de politique publique dans ton travail? 2 éléments de politique publique que tu as mentionnés. J'ai mentionné des routes impraticables. Il y a aussi des coupures d'électricité qui paralysent souvent la vie quotidienne des gens qui vivent à Jacmel. Non, mais ces 2 éléments-là ne sont pas des éléments de politique publique. Parce que route impraticable, c'est par l'avantage collectif. Si les routes ne sont pas praticables, c'est par l'avantage des habitants. Au contraire, ce serait une dépolitique publique. Ce serait une politique publique. Je t'ai demandé de me donner 2 éléments de politique publique. Donc, je pense que pour parler des éléments de politique publique, il faut d'abord savoir c'est quoi une action publique. Donc, parler de l'action publique, des fois, ça peut décider qu'il faut appliquer des mesures précises, des programmes ou bien des projets et des campagnes et puis, ou encore des infrastructures. Alors, le problème dans ta réponse, c'est que il me semble qu'il n'y a même pas un élément de politique publique dans ce cas-là. Donc, des fois, bon, je vais vous donner un cas d'exemple. Des fois, à Jacmel, la mairie décide de lancer une politique de salubrité. Ça, c'est encore une de ces politiques publiques pour réduire l'accumulation ou bien des déchets ou bien pour améliorer l'hygiène de la population. Deuxièmement, on parle de... Bon, autre élément, je peux dire que si, par exemple, la mairie décide d'améliorer une partie des routes dans la ville. Je comprends, mais le problème, c'est que j'ai cru comprendre que tout au moins à Jacmel, il y avait des résultats d'une politique publique à un moment donné. Il me semble que jamais. Des fois, on peut plus accentuer sur la décision et l'action. Pour parler de politique publique, il faut la décision et l'action. Il faut penser ce qu'on va faire et mettre les activités pour mener à bien ces actions, les actions. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu ça à Jacmel? Oui, il y en a, de 2018 à 2023, mais c'est les inégalités ou bien les actions sont toujours là, ils sont toujours présents. C'est pas vraiment assez clair ou bien assez approfondi pour la population. Bon, je vais en venir avec d'autres éléments pour voir si au fur et à mesure qu'on avance, et on pourra mieux comprendre. Et dans ton travail et dans la présentation, tu as parlé de centralisation décisionnelle persistante. C'est ça? Tu avais parlé de ça? Centralisation décisionnelle persistante. Tu te rappelles avoir parlé de ça? Avoir écrit quelque chose de ce genre? Décentralisation décisionnelle? Persistante. Oui. Donc, c'est un constat? Oui, parce que lorsqu'on parle de décentralisation décisionnelle persistante, ça signifie que les décisions ou bien encore les décisions importantes pour la gestion d'un territoire ou d'une commune restent encore concentrées. C'est pour cela que je parle d'inégalité territoriale. Donc, c'est qu'il y a un constat. Au niveau de l'État central.
Il y a un constat de centralisation au niveau des décisions. Bien sûr. C'est ce constat qu'il y a. Oui, parce que le plus souvent, les décisions ou bien les actions restent entre les mains de l'État central. Ça, Okay. ne se déploie pas vraiment. Pour toi-même, ça, c'est un problème. Oui. OK. Tu as parlé, tu as écrit et tu as exposé et pour dire qu'il y a fracture entre zones dites urbaines et zones rurales que tu qualifies de zones marginalisées. Ça également, c'est un constat? Oui. Oui, Donc, parce que les zones rurales et les zones urbaines bénéficient plus de programmes que les zones urbaines. Donc, la fracture urbaine concerne les inégalités à l'intérieur d'une ville ou bien encore d'une zone urbaine. Donc, ça peut se traduire par des différences fortes entre différents quartiers, même les villes. Donc, par exemple, on peut prendre accès aux services publics, la qualité de vie, la qualité des infrastructures, etc. Donc, ça encore, c'est un autre problème constaté. Donc, nous sommes à combien de problèmes là dans l'échange que nous sommes en train de faire? Donc, la problématique est assez large. Non, dans l'échange que nous venons de faire. Il y a la problème de centralisation, des inégalités territoriales, des zones rurales. Nous avons en partie 3. Non, on vient de parler de 2 problèmes. Centralisation des décisions qui persistent, c'est pas vrai? Oui. Et deuxième, fracture entre zones dites urbaines et zones rurales, qui seraient des zones marginalisées. Donc, il y a 2 évidences. C'est ça? Oui. OK. C'est ce que je veux comprendre. Parce que quand on mène une discussion, il faut savoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu as présenté. Maintenant, comment évacuer ces problèmes-là? Comment? Les évacuer, puisque ce sont des problèmes. Je pense que Jacques Mel, avant... Alors, pourquoi est-ce que tu dis « je pense » alors que tu as fait une recherche sur les problèmes? OK. Avant de trouver des solutions, donc, il faut bien diagnostiquer les problèmes. C'est pour cela que j'ai essayé de... Un instant, Marie, Admion, un instant. Qu'avais-tu fait? Parce qu'il ne faut pas dire « il faut ». Toi-même, tu as fait quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu as fait dans le travail? Parce que tu as fait une recherche sur un problème. Donc, tu as fait quelque chose. Et qu'est-ce que tu as jugé nécessaire qu'on devrait faire pour évacuer les problèmes? OK. Comme je viens de dire dans ma problématique, c'est que est-ce que les politiques publiques locales appliquées à Jacques Mel sont entre 2018 et 2023 ont vraiment aidé la commune à se développer de manière équitable, durable et inclusive. Donc, ou bien est-ce qu'elle peut impacter, limiter à cause des faiblesses structurelles. Donc, ce que je peux dire, la plus grande urgence ou bien la plus urgente, c'est de renforcer la capacité institutionnelle de la mairie avec des compétences financières, humaines ou bien formées et financées. Aucune politique locale ne peut être... OK. Bon, de toute manière, ce que j'ai lu dans ton travail, il y a des points forts. Il y a des points forts, mais à mon humble avis, tes propositions sont trop généralisantes et généralisées. Parce que si tu décides de travailler sur Jacques Mel, il faut chercher à être pris sur ce qui se fait à Jacques Mel, sur ce qui ne se fait pas
et puis pour dire voilà ce qui devrait être fait. Et comme tu as fait une recherche, eh bien, à la suite de cette recherche, et tu devrais être en mesure de dire voilà, on fait ceci pour enrayer ce point et ce problème-là. Il faut faire cela pour enrayer celui-là. Donc, c'est ce qu'on attend justement quand on fait un travail. Par exemple, tu as parlé de nécessité de refondation de l'action publique. C'est-à-dire, il faudrait, si vous voulez, revoir la manière de faire. Alors, tu as un problème d'écoute là. Il y a un problème d'écoute. Oui, un peu, ça tombe, mais ça... C'est toi, Marie-Béatrice Fabien. C'est toi, Marie-Béatrice Fabien? Non, c'est ma soeur. Ah, ta soeur qui t'a... OK. OK. Il a levé la main. Donc, dans le travail également, je vois que dans une des matrices que tu as présentées, et tu as écrit comme acteur l'État central. Il y a une matrice avec des colonnes et des lignes. Et j'ai vu que tu as écrit comme acteur en première ligne État central. Est-ce que cela voudrait dire qu'il y a des États périphériques en Haïti? Non, donc je parle de l'État central, c'est parce que à Jacmel, tous les besoins, ou bien je peux dire tout ce que Jacmel peut avoir reste entre les mains de l'État. L'État, il est basé au niveau national, donc Jacmel dépend de l'État central. C'est pour cela que lorsque je parle de Jacmel, je pense, ou bien lorsque je parle de Jacmel... Tu veux parler des gouvernements successifs. Lorsque je parle de Jacmel, l'État central fait partie parce que toutes les actions restent concentrées entre les mains de l'État. Voilà. Alors, c'était pour te dire qu'il faut divorcer avec ces concepts-là, si on veut carrément les éliminer. En disant l'État central, cela pourrait vouloir dire qu'il y a des États périphériques ou des États secondaires. Alors que tu veux parler des gouvernements successifs au niveau de l'État, au niveau de l'appareil étatique. Alors que dans chaque commune, si vous voulez, il y a des collectivités territoriales. Donc, on n'a pas besoin de parler de l'État central, on parle de l'État tout court. Mais l'État central, c'est l'autorité principale du pays, d'un pays. Non, on n'a pas besoin de dire l'État central, non. Parce que Haïti, ce n'est pas un pays fédéral. Dans certains pays, on parle de l'État fédéral. C'est bon, parce qu'il y a des États. Il y a plusieurs États. Mais en Haïti, l'État est unitaire. C'est ce qu'on dit, bien entendu. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter central à État. D'accord, docteur Sylvestre. Mais on a l'habitude de le dire. Ce n'est pas parce qu'on le répète qui fait que ça a un sens. C'est ce que je voulais te dire. Parce qu'on pourrait t'accuser de dire qu'il y a l'État central, qu'il y a des États périphériques, des États secondaires. Et j'avais l'habitude d'entendre dire que certaines mairies agissent comme des États dans l'État. C'est vrai? On a l'habitude de dire ça. Voilà. Bon, et tu as parlé également de potentialités non exploitées à Jacmel. C'est-à-dire, il y a des potentialités, mais ce n'est pas exploité. C'est à ce niveau-là que l'intervention des collectivités territoriales serait importante. Parce que s'il y a les potentialités et l'unité territoriale dépend de ces collectivités, eh bien qu'ils agissent par rapport à des actions concertées, des actions coordonnées en vue des résultats. Donc, c'est très, très important. Alors, pour te nuire, Anne-Mion, tu vas à la page 8 de ton travail. Tu n'as pas le travail avec toi? Je vais terminer, Monsieur le Président. Ne t'en préoccupe pas. Je pense que pour l'auditoire, c'est important de faire des échanges de ce type. Tu as la page 8?
2 secondes, s'il vous plaît. Page 8. OK. Page 8. Ça va? Tu dis pour le chapitre 3. Peux-tu continuer pour nous? Pour le chapitre 3, qu'est-ce qui vient après? Page 8. Bon, je ne sais pas. Dans le document qui m'a été transmis, c'est à la page 8. OK. On parle de... Qu'est-ce que vous dites? Tu écris pour le chapitre 3. Qu'est-ce qui vient après? Je n'ai pas trouvé. Pour le chapitre 3, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je suis à la page 8. Je ne vois pas. Oui, à la page 8. À la page 8, il y a le 2e chapitre qui représente la démarche, etc. Non, mais tu écris et dans le dernier chapitre. Dans le dernier chapitre. Le dernier paragraphe de l'introduction. Le dernier paragraphe de l'introduction. C'est dans le dernier. Ah, il manque R ici. R. Mais ensuite, continue. Qu'est-ce que tu écris? Et dans le dernier chapitre, on propose des perspectives concrètes. Ok, arrête-toi là. Que représente on ici? Moi. Que représente on? C'est moi. Comment toi? Tu t'appelles Anne Mignonne? Hein? Tu dis toi. Je propose. Non, il ne va pas dire je. Donc, Mais il faut écrire à la forme impersonnelle. Je voulais attirer ton attention sur ce point-là. Parce que la plupart du temps, vous faites un mélange entre nous, on, je ne sais pas. Il faut écrire à la forme impersonnelle. Parce qu'on présente un travail au niveau de l'introduction. OK, dernier point. Et je pense que tu as fait un abus d'utilisation d'objectifs. Tu as trop d'objectifs. Parfois, tu dis objectifs spécifiques. Eh bien, les objectifs qualifiés de spécifiques sont plus généraux que l'objectif général. La plupart du temps, c'est mieux d'avoir uniquement des objectifs et ne pas en avoir autant. Vous voulez faire un mémoire d'objectifs avec autant d'objectifs. Ce n'est pas possible. Et puis ensuite, trop d'hypothèses également. Il y a des répétitions. D'accord? Oui, bon. Merci, docteur Simon. OK, merci, docteur Nelson. Donc, je vais laisser le temps à Madame Fabien pour répondre aux questions, les 3 questions. Je pense que c'était bien noté de ta directrice de mémoire. Donc, je vais laisser le temps pour répondre à ces interrogations qu'elle a posées tout à l'heure. En fait, il s'agit de répondre aux questions de ta directrice, Madame Solis, les questions qu'elle a posées tout à l'heure là sur les interrogations, les 3 questions qu'elle a posées. Les questions étaient, premièrement, Madame Anna avait parlé. Oui, Madame Anna avait parlé comment positionner le travail et donner comment établir les politiques dans le cas de salubrité. La première question, c'était comment positionnez-vous votre travail par rapport à la littérature existante en matière de développement territorial? La deuxième, c'était, voilà, ça rejoint de manière parallèle les commentaires de mon collègue Nelson. Et comment vous savez distinguer, en fait, et une fois que vous savez cerner ce qu'est politique publique et que vous savez établir les liens entre politique publique et développement territorial, comment vous savez faire pour distinguer tous les autres éléments externes de ces liens de causalité? Donc, c'est clair? En fait, un lien, comme vous savez, un facteur externe, c'est l'état économique actuel de la nation. En fait, comment vous savez faire pour séparer des éléments externes ou des liens de causalité politique publique, développement territorial? Donc, merci, docteur Anna. Donc, je peux dire que les politiques publiques sont l'ensemble des décisions
acteurs et programmes, comme j'avais dit à M. Sylvestre, qui sont mis en place pour les autorités publiques, État, mairie, des collectivités territoriales, des collectivités locales, pour répondre à un problème collectif. Donc, dans le cas de salubrité, il s'agit de toutes les mesures destinées à assurer un environnement propre et sain. Donc, pour la population, gestion des déchets, traitement des eaux usées et ensuite hygiène publique, prévention des malades, etc. Donc, pour distinguer les politiques publiques, on les classe généralement selon leur portée et leurs objectifs. Donc, prenons le cas de salubrité pour illustrer. On parle de politique publique comme décision prise par l'État central, ministère, gouvernement et appliquée sur l'ensemble du pays. Et ces objectifs, c'est fixer, on peut prendre par exemple, ces objectifs, c'est fixer les grandes orientations et normes. Donc, exemple en Haïti, le ministère de la Santé publique et la population MSPP peut établir un plan national de salubrité pour la gestion des déchets ou bien pour la prévention des maladies. Donc, à Jacmel, la mairie doit suivre les normes fixées au niveau national. Donc, on peut prendre, par exemple, politique publique locale. Donc, on peut dire que politique publique locale, ce sont des actions menées par la mairie ou le conseil municipal pour améliorer la salubrité de la commune. Objectif, on peut dire que c'est mettre en place des solutions adaptées et aux besoins locaux. Donc, par exemple, on peut prendre l'organisation de campagnes de nettoyage des rues et mise en place de bacs d'ordures et collecte régulièrement des déchets, sensibilisation de la population. Donc, à Jacmel, on peut dire que la mairie peut lancer un programme, on peut dire Jacmel propre, par exemple, pour nettoyer les plages et les marchés publics. Et Madame Castel, par exemple, en fait, vous savez parler des objectifs. En fait, une politique publique, c'est une série d'actions. Parfois, même ne pas réagir, hein, ne rien faire, c'est aussi une politique publique. Hein. Donc, un objectif parfois. Mais si je vous dis un programme, des lois, des subventions, ce sont des éléments de politique publique, est-ce que vous direz à ça vrai ou faux? Je n'ai pas bien saisi. Désolée. Oui, quand vous savez parler de salubrité, hygiène, etc., c'est des objectifs. Et donc, voilà, vous savez dire, une politique publique, c'est une série d'actions menées en vue d'un objectif. Et donc, juste pour clarifier la question globale, et aussi, je me rejoins dans le commentaire de mon collègue professeur Nelson. Si je vous dis, vous savez bien dit, je répète, une politique publique, c'est une série d'actions menées en vue d'un objectif. Mais un élément de la politique publique serait lequel, en fait? Si je vous dis, un programme, des investissements, des lois, des réglementations, est-ce que ces éléments, ce sont des éléments de politique publique? C'est vrai ou faux? Est-ce que les... Oui, est-ce que des programmes divers, des réglementations, des lois, des investissements, des subventions, ce sont des éléments de politique publique? Vrai ou faux? Donc, on peut dire que un programme de loi est une mesure. Un programme de loi est une... Désolée, je vais rapprocher. Un programme de loi, c'est une mesure législative et adoptée par l'État. C'est juste pour organiser et encadrer les actions publiques. Je peux dire ça comme ça. Et ça peut définir les règles.
Donc, si c'est l'organisme, c'est un cadre, les actions d'État, c'est un élément. Oui. Oui, c'est ça que je voulais entendre. Ouais, c'est vrai. Oui, juste pour clarifier quels sont les éléments de politique publique. Décroche, bébé. De manière générale, très générale. D'accord? C'est juste, oui, vous avez répondu à la question. Vous êtes convaincu vous-même, vous voyez, Madame Castel, comment ça, vous savez bien dit, une loi, c'est une mesure réglementaire qui encadre les actions d'État. Oui, parce qu'on peut prendre, par exemple, si le gouvernement adopte un programme de loi sur la gestion des déchets, et cela oblige les communes, y compris Jacmel, à respecter premièrement certaines lois et certaines normes d'hygiène, à organiser la collecte des déchets et protéger la santé publique, protéger les hommes. D'accord. D'accord, Madame Castel. Et par rapport au positionnement de votre travail, et les deux exemples, en fait, je rejoins aussi dans ce sens mon collègue professeur Nelson. Il reste à préciser voilà, comment vous positionnez votre travail par rapport à toute la littérature existante en termes de développement. Et dernièrement, donnez, s'il vous plaît, voilà, deux exemples concrets prioritaires que vous recommanderez à Jacmel. Okay. Donc, pour ajouter, je peux dire que mon mémoire ne va pas s'arrêter exactement seulement au constat. Je vais proposer aussi des pistes d'action juste pour renforcer la gouvernance locale et donner plus de moyens à la mairie, former son personnel, assurer une meilleure transparence et pour capable de mieux coordonner les acteurs. Réduire les inégalités territoriales et investir davantage dans les zones rurales, routes, écoles, santé, agriculture, etc. C'est pas seulement ça, c'est aussi valoriser les ressources locales et développer le tourisme durable. Surtout à Jacmel, dans l'artisanat, dans l'agriculture, comme moteur de croissance endogène. Donc, par rapport à positionnement, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Vous savez souligner, c'est l'approche participative. Qu'est-ce qui démarque? Donc, cela veut dire que malgré quelques efforts comme certains projets de tourisme et de réhabilitation, les politiques publiques restent, ou bien les politiques locales n'ont pas réussi à transformer Jacmel. Donc, de manière approfondie ou bien de manière profonde. Elles ont surtout profité aux centres urbains, mais pas assez aux zones rurales. Donc, le résultat, ce sont les écarts de creuse, la pauvreté persiste, on peut dire ça comme ça, et le potentiel de Jacmel n'est pas pleinement exploité. Ok, donc par rapport au positionnement, c'est tout ce que vous savez à dire là-dessus. Oui. D'accord. Et deux recommandations concrètes, prioritaires? Je propose des recommandations concrètes pour améliorer la gouvernance locale, réduire les inégalités territoriales et renforcer l'autonomie des collectivités. Et ce sont des pistes utiles pour les décideurs locaux et nationaux. Mais y a-t-il un cas concret une action concrète, un objectif concret? Je vais dire plutôt si j'étais, ou bien si je suis le maire de Jacmel et demain, je vais exactement faire c'est m'investir dans les infrastructures de base, dans les zones rurales, par exemple, route, eau, électricité. Je vais mettre en place une politique de développement au tourisme durable et de l'artisanat et créer un cadre participatif où les citoyens, les associations et les entreprises locales contribuent directement aux décisions de développement. D'accord. Merci, Madame Castel.
Merci, Ok, docteur Anna. merci, docteur Anna, donc, pour ces remarques et docteur Sylvestre aussi. Effectivement, l'heure nous fait défaut, il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être 5 à 10 minutes, mais j'ai quand même quelques, interrogations qui restent encore sur le travail. Peut-être je ne vais pas poser de questions, mais c'est surtout quelques critiques. Donc, la première chose, c'est par rapport, le sujet, comme je dis, c'est un sujet qui est vraiment important. Mais je pense que par rapport à ça, on a du mal, moi, de mon côté, j'ai du mal à bien comprendre le sujet, même s'il y a beaucoup d'éléments que vous avez mis. En fait, je pense que c'est par rapport au travail d'enquête. Vous avez bien dit, vous avez fait des entretiens, mais je pense que cette partie-là, moi, je n'arrive pas à comprendre la partie, comment vous avez fait pour traiter. J'ai vu à la fin du mémoire, il y a un questionnaire, effectivement, mais à aucun moment donné, je n'ai pas remarqué à quel moment vous avez parlé, combien de personnes combien d'entretiens vous avez effectué et combien de personnes. Donc, cette partie-là, on ne l'a pas ressenti dans le travail, on ne l'a pas vu. Moi, je n'ai pas vu le traitement des entretiens que vous avez effectués sur le travail. Donc, je n'ai vraiment pas remarqué cette partie-là. Donc, comme Dr. Anna l'a précisé aussi, donc moi, j'attendais quand même à voir quelques figures, je ne sais pas, quelques figures géographiques, comme vous avez parlé, les cas géographiques présentés. Comme vous parlez de 2018 à 2023, j'aurais pu remarquer comment était Jacmel en absence des politiques publiques et comment Jacmel est aujourd'hui. Donc, pour voir une comparaison dans le temps 2018 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué, ou du moins, est-ce que Jacmel est encore pire par rapport à ce qui était en 2018. Donc, il fallait montrer l'exemple de 2018 à 2018 et aussi identifier la plupart des politiques publiques qui ont mené Jacmel, ou du moins, qui a favorisé le développement à Jacmel, ou du moins les politiques publiques qui ont été mises en place de 2018 à aujourd'hui. Je n'ai pas remarqué, effectivement, je n'ai pas lu à 100% l'ensemble des documents, mais par rapport à tout ce que j'ai regardé, je n'ai pas remarqué ces éléments-là pour bien citer, peut-être même dans un tableau. Vous aurez pu nous dire, voilà, dans tel secteur, voilà le nombre de politiques publiques qui ont été menées, dans d'autres secteurs, voilà ce qui a été effectué. On n'a pas trop bonne soirée. On n'a pas trop remarqué ces éléments-là dans ton travail. Donc, je pense qu'il faut regarder vraiment comment revoir surtout le traitement des entretiens, comment faire ressortir cette partie-là dans le travail, au moins pour apporter la valeur ajoutée qui est un élément important dans l'entretien que vous avez effectué. Sinon, c'est surtout, vous avez pas mal de citations ou bien des sigles que vous avez utilisés. À certains moments, j'ai vu un sigle qui apparaît à aucun moment donné, je n'ai pas vu antérieurement que vous avez donné la définition du sigle. Effectivement, il y a la présentation de l'ensemble des sigles, mais dans le code du travail, vous n'avez à aucun moment donné, je n'ai pas vu à quel moment vous l'avez présenté pour définir. Normalement, quand vous utilisez un sigle, il y a un premier endroit que vous l'avez défini. En fait, par exemple, vous parlez de ONU ou bien je ne sais pas, il y a un moment donné, vous écrivez ce qui signifie ONU dans le code du travail. Ce n'est pas juste je vois le sigle, mais il y en a beaucoup, pas mal de choses comme ça. Dans la plupart des tableaux que vous avez présentés aussi, vous mettez en fait, je n'ai vu les sources, mais on n'a pas vu quelle année que vous avez tiré. Vous avez juste mis un nom, vous dites ce tableau-là sort de tel endroit, mais on ne peut pas préciser. Par exemple, moi-même, si je vais aller chercher le tableau, je ne sais pas comment le retrouver en fait, sur Internet. Il y a aussi d'autres éléments, pas mal de choses, surtout en fait la bibliographie. Et je pense que docteur Christophe l'a dit, je ne sais pas quelle norme que tu as utilisée dans ta bibliographie. Donc, j'ai du mal à répertorier la norme. Il y a, dans le code du travail, il y a vraiment beaucoup de présentations différentes. Par exemple, c'est l'exemple qui vient en tête. Par exemple, tu voulais utiliser une citation de docteur Christophe. J'ai vu que tu as mis son prénom, après tu as mis virgule, tu as mis son nom, et après tu as mis entre parenthèses l'année que tu as sorti dans le tableau. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle norme qui te permet d'utiliser de cette manière-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous préciser la norme et regarder il faut que ce soit uniforme, en fait. On ne peut pas citer n'importe comment faire donc, par rapport aux normes, normalement, Dr. Christophe avait dit c'est AFPA qu'on utilise. Donc, il faut retourner pour vraiment réordonner les citations dans le corps de ton travail. C'est important. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, moi, de mon côté, je ne vais pas vraiment poser, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à poser pas mal de questions. Mais par rapport à tout ça, pourquoi je ne vais pas poser de questions, c'est surtout dans la partie traitement, les traitements il faut nous dire pourquoi le traitement des entretiens que tu as menés, pourquoi on ne l'a pas retrouvé vraiment, et en fait, bien décrit dans le code de ton travail. C'est surtout ces éléments-là.
Peut-être je vais laisser après pour peut-être Dr Nelson aura quelque chose à dire avant qu'on mette fin. Mais j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi le traitement des entretiens n'ont pas pu intégrer, on le voit comment vous avez mené. En fait, dans le zone même, vous n'avez pas, même pas sectoriellement, vous n'avez pas dit, voilà les différents endroits, les personnes, vous avez dit, vous avez mené l'enquête auprès de différents types de personnes, mais on n'a pas vu à quel moment vous avez cité, en fait, dans le Code du travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce n'est pas bien développé dans le Code du travail? D'accord, professeur et docteur Philippe, merci. Donc, vous avez parlé de mes enquêtes. Donc, comme je viens de dire dans ma présentation orale, j'ai utilisé un échantillonnage raisonné. Donc, en ciblant des personnes directement concernées par la gouvernance locale et des autorités municipales, responsables d'organisations locales, commerçants, enseignants et aussi des habitants des quartiers urbains et ruraux. Cela m'a permis... Excuse-moi, oui. Non, j'ai bien vu, tu as bien dit ces éléments-là dans le corps, mais moi, je ne peux pas trouver le traitement. C'est effectivement, tu l'as cité, mais je n'ai pas vu à quel moment tu as traité ces informations-là de ces personnes-là. Dans la page, dans le chapitre 3, j'avais mentionné, je vais prendre pour vous, c'est un peu difficile là. OK, dans le chapitre 3, j'ai mentionné et j'ai dit comment j'ai réalisé ou bien comment j'ai fait pour aboutir à mes enquêtes. Et comme j'ai bien dit, j'ai fait ça aussi dans ma présentation et sur le PowerPoint. Donc, je peux dire que tout cela m'a permis d'avoir une diversité de perspectives. Donc, c'est ça. Donc, OK, bon, je ne sais pas si, comme par rapport à l'heure, je vais laisser Dr Nelson s'il a un dernier mot à dire et avant de demander à la directrice si elle a un dernier mot. C'est bon pour Dr Sylvestre. Dr Anna, si tu as un dernier mot à dire? Oui, mais merci Philippe, je vous remercie. Oui, en effet, je pense que vous n'arrivez pas à vous trouver, Madame Castel, mais c'est bien la section première du chapitre 3 où vous parlez des interprétations des données collectées. Est-ce que pourrez-vous, s'il vous plaît, oui, c'était partie de ma question, comment séparer les éléments externes du lien de causalité, en fait, politique publique sur le développement territorial. Pouvez-vous parler comment vous savez traiter les questionnaires, comment vous l'avez incorporé, s'il vous plaît? Donc, j'avais préparé ça et j'ai mené des entretiens semi-directifs, comme je viens de dire, avec les autorités locales, les commerçants, et j'ai vu de mes propres yeux, j'ai avancé, j'étais sur le terrain avec les habitants juste pour leur poser des questions et j'ai envoyé aussi le formulaire avec des gens qui peuvent remplir et comme ça, j'ai pu augmenter ou bien j'ai pu améliorer mes enquêtes. OK. Donc, c'est bon pour toi, Madame et Dr Anna? Ah oui, non, tu as coupé le micro, excuse-moi, tu as recoupé le micro, oui. Ah, OK, c'est bon maintenant. Oui, en fait, je voudrais juste faire ce petit commentaire. Oui, je vois par rapport à la question de l'intégration des données du questionnaire et l'aspect généralisé dont parle aussi professeur Nelson. Donc, si vous avez une dernière remarque, Madame Castel, voilà, on peut nuancer l'avis partagé entre le professeur Philippe, le professeur Nelson et moi-même du traitement des données et l'aspect un peu général. En fait, comme si vous avez un dernier mot à dire sur les résultats de votre travail, quels seraient ces mots? Donc, je pense que pour conclure,
Et mon travail met en évidence que Jacmel dispose d'un potentiel exceptionnel, mais ce potentiel reste encore largement inexploité. Et les politiques publiques locales entre 2018 et 2023 ont permis quelques avancées. Donc, mais leur impact global reste limité et en raison premièrement, du manque de moyens financiers et humains, de l'absence de planification stratégique, de la faible autonomie et des autorités locales et de l'exclusion des citoyens dans les décisions. Cependant, je pense que les solutions existent si les acteurs locaux, l'État et les ONG et la population travaillent ensemble. Donc, Jacmel peut devenir un modèle de développement territorial durable pour toute la région et même pour Haïti. Donc, sur ce, je peux dire merci beaucoup, surtout à Dr. Anna qui m'a encadré durant cette période. Merci beaucoup, Dr. Sylvestre. Merci, Dr. Philippe. OK, merci pour la présentation. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Donc, merci à Dr. Anna et Dr. Sylvestre pour leur participation à cette soutenance. Donc, on va laisser la main à Dr. Christophe pour l'étudiant de la prochaine soutenance. On aura M. Durocher Massé. Donc, voilà. Donc, merci encore. On n'a pas pu avancer plus loin. Donc, OK. Bonsoir. Merci Philippe, vraiment pour ce travail. Merci à Anna, à Nelson. Donc, on va arrêter l'enregistrement puisque il y aura trois autres soutenances après. Donc, je pense que Durocher, il est déjà